Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans un livre assez particulier. Ces autres vies que vous avez pourtant vécues de Pierre Neuville. Bonjour. Oui, un livre qui nous invite à explorer, disons, les zones d'ombre de notre mémoire, du subconscient. Exactement. L'idée, c'est de regarder de plus près ces expériences un peu étranges, troublantes même, qui font se demander si notre conscience, si elle ne dépasse pas le cadre de notre vie actuelle. Tout à fait. On parle de quoi? De déjà-vu, de ces moments où on a l'impression de connaître un lieu? Voilà. Ou de parler soudain une langue qu'on n'a jamais apprise, des souvenirs qui semblent venir d'ailleurs. C'est un peu ça le programme. Prêt à bousculer un peu nos idées? C'est une bonne façon de voir les choses. D'ailleurs, le livre commence justement avec ces phénomènes assez courants, enfin connus en tout cas, comme le fameux déjà-vu. Ah oui, cette sensation bizarre. Oui, fugace souvent, mais intense. On est quelque part pour la première fois, et pourtant. Une familiarité inexplicable. C'est déroutant, quoi. Parce que ça heurte notre logique du temps, de la nouveauté. Et ça, c'est presque le plus soft, si on peut dire. Parce qu'après, il y a des choses encore plus étonnantes. L'axénoglossie, par exemple. Oui, alors là, on touche à des cas rapportés qui sont assez incroyables. Le livre mentionne cet ouvrier qui, après un accident, se met à parler gallois, une langue qu'il ignorait totalement avant. Comment le livre explique ça, ou du moins, comment il l'aborde? Parce que rationnellement, c'est difficile à admettre. Il les présente vraiment comme des énigmes, des défis à notre compréhension classique de comment on apprend, comment la mémoire fonctionne. Si on n'a pas appris quelque chose dans cette vie, d'où ça vient? Hmm. L'auteur s'en sert pour suggérer que notre mémoire pourrait être bien plus vaste, vous savez, peut-être connectée à d'autres couches d'informations. Bon, il souligne aussi la difficulté de vérifier ces vieux cas, soyons clairs. Bien sûr. Mais ça nous amène à l'idée du subconscient, cette partie immergée de l'iceberg mental. Freud en parlait déjà comme d'un réservoir immense. Exactement. Freud avec son idée que le subconscient garde tout, même des détails infimes oubliés depuis des lustres. Il y a cet exemple frappant de son rêve qui lui rappelle un médecin borgne vu 38 ans plus tôt. Ça montre la capacité de stockage de notre cerveau. Oui, et puis il y a Bergson aussi, qui a analysé la façon dont on oublie, d'abord les noms propres, puis les noms communs, comme une sorte de hiérarchie dans l'effacement. Intéressant. Ces penseurs montrent que même sans parler de vies antérieures, notre mémoire est déjà sacrément profonde et mystérieuse. Le livre, lui, pose la question, et si cette profondeur allait encore plus loin que les souvenirs de cette vie, même les plus anciens? Et cette idée d'une mémoire quasi totale, elle refait surface de manière spectaculaire dans les récits d'expériences de mort imminente, les EMI. Ah oui, les fameux panoramas de vie. Le livre cite des cas comme celui de l'amiral Beaufort lors de sa noyade, ou Monsieur Cotin pendant sa chute en ballon. Des gens qui racontent avoir revu toute leur existence défiler devant leurs yeux en un instant et avec une précision folle. Et ce qui est frappant, au-delà de ce défilement, c'est souvent le changement d'état émotionnel. La peur panique initiale qui laisse place à un calme, une sérénité, une lucidité même, assez déconcertante. Comme si la conscience fonctionnait différemment dans ces moments extrêmes. C'est une des pistes suggérées, oui. Peut-être une forme de conscience qui se détache un peu des processus biologiques habituels, en tout cas sous stress intense. Ces questionnements sur ce qui se passe après, ou avant, ou à côté de la vie, ça ne date pas d'hier, évidemment. Non, loin de là. Des civilisations très anciennes, en Égypte, au Tibet, en Chine, avaient déjà des systèmes de croyances complexes sur la survie de l'âme, les cycles de réincarnation. C'était aussi une façon de chercher un sens, une justice peut-être, dans les destins humains. Et puis, plus près de nous, il y a eu les tentatives d'exploration via l'hypnose. Effectivement, dès le début du XXe siècle, on a des pionniers comme le colonel de Rochas. Il pratiquait ce qu'il appelait la régression hypnotique. Il guidait des personnes sous hypnose vers ce qui ressemblait à des souvenirs de vie passée. Controversée, j'imagine. Très. Et ça l'est resté. Plus tard, il y a eu des cas très médiatisés comme l'affaire Brady Murphy aux États-Unis ou les travaux d'Edgar Cayce. Casey, le prophète endormi, c'est ça? C'est ça. Sous hypnose, il faisait non seulement des diagnostics médicaux à distance, mais aussi des lectures de vie où il décrivait les vies antérieures supposées des gens en lien avec leurs problèmes actuels. Fascinant, mais là encore, la preuve objective. C'est le grand défi. Très difficile à établir rigoureusement. Et le livre ne s'arrête pas au passé, il explore aussi le futur. La prémonition. Oui, un autre phénomène qui bouscule nos repères. L'exemple de Cazotte est assez saisissant. Ce dîner avant la Révolution française où il annonce à chaque convive sa fin tragique, avec des détails glaçants. C'est un classique historique en effet. Mais
Le livre cite aussi des cas plus personnels, plus intimes, comme ce monsieur X qui rêve de son futur mariage. Ah oui. Oui, il rêve du lieu, des circonstances, même du prénom de sa future femme, Mathilde. Et peu après, il la rencontre exactement comme dans son rêve. Ça défie complètement notre vision linéaire du temps, la cause et l'effet. C'est clair. Alors, si on met tout ça bout à bout, la mémoire cachée, ses possibles vies antérieures, les prémonitions, ça dessine un tableau assez déroutant. Oui, et c'est ce que Neuville appelle une science de l'âme, une discipline un peu mise de côté, peut-être parce qu'elle dérange trop nos certitudes, nos modèles scientifiques bien établis. C'est un peu le cœur du message, j'ai l'impression. Je pense, oui. Le point central, c'est que ces expériences, même si elles sont difficiles à prouver, selon nos critères scientifiques actuels, elles persistent. On les retrouve partout, à toutes les époques. Et elles nous obligent à nous interroger. C'est quoi la conscience, au fond? Juste un produit de notre cerveau, limité à cette vie, ou bien quelque chose de plus vaste? Voilà, qui donne à réfléchir, c'est sûr. Pour finir, on pourrait peut-être laisser cette question en suspens, inspirée par des penseurs comme Jean Reynaud ou Lavater que le livre évoque. Hmm. Est-ce qu'on peut vraiment se connaître soi-même sans connaître toute son histoire, y compris ses possibles vies d'avant? Est-ce que notre passage ici, c'est juste un chapitre, ou est-ce que l'âme se perfectionne vie après vie? À grande question. Elle reste ouverte, effectivement. Et c'est peut-être ça le plus stimulant.